Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Je vais super bien, j'ai enfin reçu mes offres de prêt. Ça y est, c'est officiel, il y a 2 petits nouveaux biens qui viennent se rajouter au petit portefeuille, donc ça fait grave plaisir. Sinon, à part ça, ça va super. Ça va super. Après une nouvelle comme ça fait toujours plaisir. Non, comme vous avez pu le voir sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta, ce week-end c'était la pré-ouverture des stations de ski. Et ça faisait vraiment un bail, j'avais pas été skier, ça faisait bientôt 3 ans. Et franchement, c'était vraiment cool. Vraiment tip top. Il y avait beaucoup de neige, il y avait pas trop de monde. Et c'était terrible. Franchement, c'était super bien. Bon, bien sûr, j'ai fait quelques chutes. Après 3 ans sans en faire, j'avais un peu perdu l'habitude. Mais ça va. J'ai même fait un petit peu de hors-piste, tu vois. Je suis sorti un peu de ma zone de confort. Ça a été magnifique. Sinon, à part ça, on clôture la compta de cette année. Et c'est vrai que j'étais un peu feignant cette année parce que là, franchement, j'ai attendu trop longtemps. Et du coup, tu sais, j'ai eu la blinde de comptabilité à faire. J'ai dû reprendre toutes mes factures. Et puis, franchement, j'ai vraiment pas été assidu. Cette année, j'ai fait vraiment n'importe quoi, ça m'apprendra. Parce que à chaque fois, j'ai mis de côté toutes mes factures et compagnie. J'ai même perdu j'ai même perdu des factures et compagnie. Bref, il faut pas faire comme ça, je vous le conseille. Faites votre compta au fur et à mesure. Donc pour 2022, ça m'aura bien servi de leçon. Dès que j'ai une facture, je vais la rentrer directement. En parlant de ça, je suis en train de passer, j'ai plusieurs calls avec des nouveaux cabinets de compta. Donc là, j'en ai fait 3. Je pense que mon choix va s'orienter une nouvelle compta parce que je suis pas très satisfait. Donc à l'heure actuelle, je suis chez Je déclare mon meublé. Et en fait, ils sont, je trouve, après ça reste comme mon avis, hein, mais je les trouve pas hyper, comment dire. Par exemple, j'aimerais bien avoir des simulations pour le futur et compagnie. Et je sens que genre c'est un peu galère, tu vois. Donc je suis en train de regarder. Là, j'ai sûrement trouvé un nouveau cabinet. Donc voilà. Donc ouais, faudra que je sois vraiment assidu en 2022. Parce que tu vois ce que je te disais, hein, j'ai perdu des factures et compagnie. Et tu vois, genre j'ai fait des trajets de retour dans le nord. Et je trouve plus en fait mes factures d'essence et mes factures de péage. Donc c'était avant que j'ai le pass, tu sais, le petit bip de péage. Donc ça c'est hyper pratique. Mais en fait il avait été désactivé, bref. Donc voilà. À part ça les amis, sinon à part tout ça, ça va super bien. On va directement commencer à l'actualité immobilière de la semaine. Et on commence tout de suite en Haute-Savoie. Et en Savoie, le marché immobilier atteint des sommets. L'immobilier en Savoie et en Haute-Savoie ne connaît que la hausse. Les prix augmentent, tout comme les volumes de vente. Le territoire est de plus en plus attractif. Territoire de lacs et de montagnes, les départements de Savoie et de Haute-Savoie possèdent un riche tissu économique qui attire de nouveaux habitants, environ 2500 par an pour le premier, donc en Savoie, et 10 000 euros pour la Haute-Savoie, selon 10 000 euros, 10 000 personnes pour la Haute-Savoie selon l'INSEE. Un dynamisme démographique qui s'explique par la proximité de la Suisse et ses salaires bien plus élevés qu'en France. À Genève, par exemple, le salaire minimum équivaut à 3 800 euros. Donc il faut savoir que automatiquement, hein, s'il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur un territoire, mécaniquement, les prix vont augmenter. Il faut savoir que le budget moyen est de 5 155 euros du mètre carré à Annecy. Ça a fait une chute, un pump de 7,5% et de 3 075 euros le mètre carré à Chambéry, plus 5%.
Il faut savoir que la crise n'a absolument pas fait chuter l'immobilier de montagne. Ensuite, nous avons des villes où l'exode des Parisiens a fait grimper le prix de l'immobilier. La crise sanitaire et la banalisation du télétravail ont permis à de nouveaux Parisiens d'améliorer leur cadre de vie tout en poursuivant leur activité dans la capitale. Mais cet exode a également contribué à faire grimper les prix immobiliers de certaines villes de province. Je vais vous citer quelques villes du top 15. On a Saint-Valery-sur-Somme, 2951 euros du mètre carré, plus 47%. Le Crotoy, 3195 euros du mètre carré, plus 24%. Saint-Malo, 3964, plus 39%. Chantilly, 3481, plus 14%. Fougères, 1712 euros du mètre carré, plus 17%. Il faut savoir que, outre la flambée des prix qui touche les communes que je viens de vous citer, hein, on fait un autre reproche aux Parisiens, c'est que, en gros, ils exporteraient leur marché immobilier d'origine avec eux. On entend par là qu'en fait, en jetant leur dévolu sur certaines communes de province, eh ben, ils auraient fait tendre leur marché immobilier, faisant ressembler un peu au marché immobilier de la capitale. Un marché tendu où les biens sont rares et où la demande est forte, où les prix le plus souvent, où les offres sont faites le plus souvent au prix, et c'est de plus en plus formulé. Et en fait, dès la première visite, c'est vendu. Et les délais de vente se réduisent comme peau de chagrin. Donc merci les Parisiens. Un artisan doit sensibiliser son client aux autorisations de travaux. La justice a condamné une entreprise de menuiserie à indemniser son client car elle a effectué des travaux non autorisés qui ont dû être retirés par la suite. L'artisan qui intervient dans un bâtiment, quel que soit son métier, est tenu d'attirer l'attention du propriétaire sur l'éventuelle nécessité d'une autorisation administrative de travaux. Cette obligation entre dans son devoir de conseil selon la Cour de cassation, même en présence d'un maître d'œuvre professionnel. C'est une décision de la Cour de cassation qui date du 17-11-2021. Bah ça c'est un peu... quoi dire dessus. Bah tu vois, je le savais pas. Je savais pas que là le pauvre, du coup l'artisan a dû retirer tout ce qu'il a fait, plus indemniser son client, tout simplement parce qu'il l'a pas, sensibilisé aux demandes de travaux à faire à la commune. Donc bref, un petit pays d'assister. Ruée sur le marché de l'immobilier virtuel. Dans le métavers, ce réseau d'espaces virtuels interconnectés, l'immobilier numérique a la cote, aussi bien pour des terrains numériques que pour des constructions ou des locations. Les ventes se chiffrent en millions de dollars. Cette semaine, l'entreprise Republic Realm, basée à New York, a annoncé avoir dépensé la somme de... Écoutez-moi ça les amis. A dépensé la somme de 4,3 millions de dollars pour l'achat d'un terrain sur ce Sandbox, une plateforme donnant accès à un monde virtuel où les participants peuvent discuter, jouer et même participer à des concerts. Il faut savoir qu'il me semble que c'était Ariana Grande qui avait fait un concert sur cette plateforme Sandbox. À voir si je dis pas de la merde, mais il me semble. Il faut savoir aussi que sur le site concurrent Decentraland, la société canadienne Tokens.com, spécialisée dans les crypto-monnaies, avait déboursé 2,4 millions de dollars en novembre pour un achat immobilier. Bon, les amis, peut-être que l'immobilier physique c'est fini. Hein. Va peut-être falloir réorienter un peu notre business vers le métavers, je sais pas. Après, c'est sûr que. Alors, c'est sûr, ça reste comme mon avis. Moi, j'ai une confiance assez certaine dans tout ce qui est crypto-monnaie et tout ce qui est autour de ça. Euh, pour moi, oui, ouais, il y a certainement du business à faire dans ça, dans le métavers. Surtout, c'est quelque chose qui va être vraiment développé. On est vraiment aux prémices. Donc, si il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Parce que dans un futur plus ou moins proche, allez, peut-être dans les 5 ans, je pense que le métavers sera vraiment bien développé et il y aura énormément de choses à faire sur ce type de plateforme. Après, ça reste comme mon avis, je suis pas Madame Irma. Ensuite, crédit immobilier surprise, les taux remontent en fin d'année. Alors qu'ils oscillaient entre baisse et stagnation, les taux sur les crédits immobiliers repartent légèrement à la hausse en ce mois de décembre. Bon, on va pas crier au loup,
C'est vrai qu'il y a une petite remontée. À la base, j'avais eu une offre à 0,93, un truc comme ça. Et là, j'ai dû signer à 0,97, il me semble. Donc, on est toujours en dessous de 1, les amis. Tant qu'on ne dépasse pas les 2, tu vois, je sais pas. Ok, ça remonte, mais c'est pas non plus un truc de fou. De toute façon, dans tous les cas, tu pouvais pas rester non plus ad vitam aeternam en dessous de 1%. C'est, ça serait, ce serait pas logique, tu vois le truc. Si ça reste toujours ad vitam aeternam, ça reste en dessous des 1%, c'est que là, vraiment, il commence à vraiment avoir un problème. Tu peux pas, tu peux pas limite faire des prêts où c'est toi, en fait, qui doit de l'argent. Hein, je vous rappelle qu'il y a quand même eu des prêts à taux négatif avec l'inflation et compagnie. Et du coup, petite aparté, mais vous avez été plusieurs à me demander c'était quoi l'inflation et compagnie. Du coup, l'épisode de la semaine prochaine, ça sera sur l'inflation. Je suis en train de bosser dessus et je vais essayer de vraiment vulgariser la chose pour que ce soit assez simple à comprendre. Donc ça sera l'épisode de la semaine prochaine, l'inflation. Voilà les amis, ça c'était l'actualité immobilière de la semaine. On va passer tout de suite aux questions de la semaine. Alors les questions de la semaine, j'en ai sélectionné deux. Bonjour Anthony, j'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je dois partir à l'étranger pendant une durée de 3 mois. Est-ce que le fait de louer sa résidence principale sur Airbnb en LCD pendant mon absence peut poser problème pour l'exonération de la plus-value, de la taxe sur la plus-value à la revente? Je pense revendre courant mi-2022, merci. Alors, pour moi, non, parce que tu dois pouvoir jouir de ton bien 8 mois dans l'année pour que ce soit officiellement ta RP, d'où les 120 jours max de la location courte durée dans une RP. Il faut savoir que 3 mois, du coup, mathématiquement, même si les 3 mois font 31 jours, ça ne fera pas 120 jours. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Tu peux louer ta résidence principale pendant tes 3 mois à laquelle tu seras à l'étranger sans aucun souci, sans aucun risque de voir ton exonération de plus-value sauter. Deuxième question. Bonjour, déjà, merci pour ton podcast, j'adore. Écoute, ça me fait plaisir, écoute, tant mieux. J'ai une petite question, je veux me débarrasser d'un locataire indésirable. Lol. Comment je dois procéder pour être le plus clean possible dans la manière je loue en nu? Eh bien écoute, ça tombe hyper bien parce que moi je suis en plein dedans. Je vais me débarrasser de ma locataire qui a du mal à payer son loyer. Faut savoir que cette locataire, elle aussi, est en location nue. Du coup, j'ai dû attendre cette année, tout simplement pour ne pas renouveler le bail. Comment ça va se faire? En fait, je vais tout simplement lui notifier mi-décembre. En parlant de ça, on est le 7 décembre, il va falloir que je me réveille un peu, que je lui fasse son courrier. Euh, donc, je vais lui notifier là mi-décembre, soit un peu plus de 6 mois avant le renouvellement tacite du bail. Comme ça, je suis dans les règles. Maintenant, pour le bailleur, le délai de préavis varie de 3 à 6 mois en fonction du type de logement. Là, je vais vous faire un rappel plutôt global, hein. On va reparler du nu, on va parler du meublé. Par exemple, pour du nu, tu peux pas notifier la résiliation du bail pour n'importe quoi. T'as trois, comment dire, trois motifs. Le congé pour revente, c'est-à-dire que tu veux récupérer ton bien en fait pour le revendre et qu'il soit vide de locataire. Le congé pour reprise, c'est-à-dire que tu mets fin au bail pour que tu puisses toi vivre dedans ou loger quelqu'un de ta famille. Et le troisième motif, c'est reprise pour motif légitime et sérieux. Tout ça, ça se fait 6 mois avant la fin du bail. Maintenant, en meublé, c'est pareil, hein, on a le congé pour revente, le congé pour reprise la reprise pour motif légitime et sérieux. Par contre, vu qu'on est en meublé, c'est plus 6 mois, mais c'est 3 mois avant la fin du bail. Maintenant, tu vas peut-être me demander, ok, c'est quoi un motif légitime et sérieux? Je vais donner quelques exemples. Des retards répétés de paiement de loyer, un défaut d'entretien évident du logement, ou encore des troubles de voisinage. Tout ça, ça fait partie, ça peut être des exemples pour un motif légitime et sérieux. Il faut savoir que le locataire, par contre, peut contester ce motif et saisir le tribunal judiciaire dont dépend le logement que tu loues. Le juge, du coup, sera la personne qui va trancher sur l'existence du motif. Est-ce que le motif sera vraiment légitime et sérieux? Maintenant,
Clairement, il n'y a pas de... je sais pas c'est quoi ton locataire indésirable, mais par exemple, moi, mon locataire qui a du mal à payer son loyer, ou j'ai des retards de loyer, ou j'ai des loyers qui ont été impayés, encore à l'heure d'aujourd'hui, si le juge tranche sur le fait que c'est pas un motif légitime et sérieux, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Donc pour moi, j'y vais vraiment serein. En gros, là, je la notifie de la reprise du logement et au mois de juillet, je récupère mon logement. Entre-temps, si elle a fait des démarches, je le saurai bien assez tôt, mais normalement, je ne serai pas inquiété. Voilà. Maintenant, pour mettre fin au bail, le bailleur comme le locataire doit, que ce soit toi ou ton locataire, il doit t'adresser une lettre de congé. Soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier, ou par remise en main propre contre émargement ou récépissé. Il faut savoir que le délai de préavis démarre à partir du jour de la réception de la lettre de congé. Si la lettre recommandée n'a pas été remise au bailleur ou au locataire, qui a été absent ou qui n'a pas été la chercher tout simplement, et qu'elle est renvoyée à l'expéditaire, la notification du congé n'est pas valable. Donc moi c'est pour ça que là pour les fêtes de fin d'année je remonte dans le nord, je vais lui donner en main propre. Parce que je sais très bien, je lui ai déjà envoyé des lettres recommandées. Et en fait, je crois que c'est une dame qui a énormément de soucis avec plusieurs personnes. Et en fait, elle va pas chercher ses recommandés. Donc, une fois, je lui avais fait une injonction de payer. Elle n'a pas été le chercher. En fait, cette injonction m'est revenue et en fait, il y a pas eu prise au niveau de la date, tu vois. Donc, pour faire la chose, je vais aller sur place, je vais la faire signer un papier et je vais lui donner la lettre. Comme ça, j'ai la date, j'ai tout en ordre. Voilà ce que je pouvais te dire. Après, en fait, faut savoir, je sais pas, vu que tu as été un peu vaste, je sais pas c'est quoi pour toi le locataire indésirable. Maintenant, bien sûr, il faut respecter les congés pour revente, pour reprise ou motif légitime et sérieux. Il faut que ton locataire indésirable rentre dans un de ces motifs. Surtout le motif légitime et sérieux, il faut que ce soit vraiment quelque chose de concret. D'accord? Bon, on a fini avec les questions de la semaine. Je vous fais la petite promo du podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast à tout votre entourage. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à le partager sur Instagram, où vous voulez. Faites connaître ce podcast. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on continue tout de suite avec une actualité du coup qui est un sujet du podcast qui est vraiment dans l'air du temps, tu vois. Parce que j'ai été au ski j'ai été au ski ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, et bah tu vois j'ai toujours ce petit œil d'investisseur et qu'en fait quand j'ai été skier ce week-end, bah mon petit œil d'investisseur m'a fait réfléchir sur le fait d'investir en station de ski. Du coup, je vais te dire vraiment ce que j'en pense de l'investissement au ski, de l'investissement en montagne. Alors déjà de base, juste pour poser les bases, je pense pas que ce soit le premier investissement à faire. Pour moi, ce type d'investissement, il vient en deuxième partie de ta carrière, tu vois. Tout simplement parce qu'en fait, ça reste quand même un investissement qui n'est pas totalement sûr. Alors bien sûr, je vais développer sur ce point juste après, mais tu dois, en fait, moi je pense quand même que tu dois avoir en tout premier lieu, tu dois avoir un attrait pour l'univers de la montagne. Si tu veux acheter un bien à la montagne, mais que tu connais pas du tout l'univers montagnard, la mentalité, les points stratégiques à viser pour faire de la location saisonnière type ski, bah tu risques de faire pour moi un mauvais investissement. Donc maintenant on va vraiment raisonner en mode comment dire, en mode investisseur. Il faut savoir que un appart en montagne c'est extrêmement cher, extrêmement cher. Alors bien sûr, je te parle de la bonne station, pas de la station à 1200 mètres à côté de chez toi qui brasse pas énormément et compagnie et compagnie. Je te parle vraiment d'une bonne station avec un attrait. Et du coup, bah, on va parler d'où investir car pour moi, en fait, c'est un gros point à faire attention parce que il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans l'investissement en montagne. Déjà, le premier point qu'on peut citer, c'est on connaît tous le réchauffement climatique. On sait que au fil du temps, la planète se réchauffe et que donc automatiquement, il y a un risque
quasiment sûr d'avoir moins de neige au fil des années. Et je te donne vraiment un exemple perso, mais moi j'ai déjà remarqué la chose avec une station où vers janvier on pouvait déjà aller skier à l'aise, et genre il y a 2 ans, impossible. Impossible parce que la station était trop basse et la neige, elle était en quantité assez faible, et c'était pas de la neige de bonne qualité, tu vois, c'était de la neige qui était un peu trempée, un peu mouillée. Je sais pas si tu vois un peu. C'est vraiment pas de la neige pour skier. Donc clairement, prendre une station dans les hauteurs, pour moi, c'est le meilleur point. C'est le meilleur point parce que si tu prends une station qui est trop basse, laisse tomber. Au fil des années, tu vas avoir de moins en moins de neige et ça va pas être terrible. Est-ce que tu vois, j'ai été skier avec un pote ce week-end, et en fait, on s'est posé la question, est-ce que d'ici 100 ans, est-ce que tu penses vraiment que les nouvelles générations, elles connaîtront le ski comme nous, enfin comme nos parents et comme nous l'avons connu? Je te dis quand même 100 ans, mais 100 ans, c'est quand même, c'est pas un futur qui est extrêmement lointain, tu vois. Donc clairement, pour moi, l'investissement en montagne, il faut miser sur une station en dessous d'une certaine altitude. Pour moi, c'est un mauvais choix. Si tu mises sur une station qui est, je sais pas, je veux pas te dire d'altitude pour pas, je vais dire une altitude factice, mais si tu vises une station qui est en dessous des 1500 mètres d'altitude, pour moi, c'est un mauvais choix dans le futur. C'est un mauvais choix parce que petit à petit, le réchauffement climatique va faire que tu auras de moins en moins de neige. Et les seuls endroits où tu auras vraiment de la neige, ça sera dans les stations vraiment en haute altitude. Donc ça, c'était le premier point, le réchauffement climatique et ses conséquences. Maintenant, on va voir le deuxième point. Pour moi, c'est la station en elle-même. Tu dois avoir une station qui brasse du monde. Mais pas uniquement pour son ski, mais vraiment pour son ambiance. Je te donne l'exemple de la station où j'ai été skier. Alors, c'était la préouverture, hein. Donc c'était même pas la vraie saison. Il n'y avait pas énormément de gens, il n'y avait pas énormément de... C'était pas bondé de monde. Et pourtant, j'ai quand même entendu 4 ou 5 langues différentes. Donc déjà, premièrement, ça brasse du monde. Et puis, dans la station en elle-même, en fait, c'était un truc de dingue. Dans la station, il y avait une boîte de nuit. Il y avait un programme d'activités énorme. Du ski, de la luge, de la motoneige, du trail, des raquettes, des activités en famille. Il y avait une chèvrerie. Bref, plein de choses. Et la station, tu vois, elle était connue pour ses fêtes. Regarde, j'ai quand même pu faire aussi un bowling à presque 2000 mètres. À 2000 mètres d'altitude, j'ai fait un bowling, s'il te plaît. Et si vous avez suivi ça sur Instagram, j'étais pas mal. J'étais pas mal. J'ai fait seulement un strike, mais j'ai fait beaucoup de spares. Et au final, j'ai gagné. Mais voilà, tu vois, donc c'est une station qui a beaucoup d'activités à faire autres que le ski. Et puis tu avais des soirées spéciales, tu as des soirées avec DJ, c'est vraiment tip top. Donc on a vraiment un univers bien vaste où tu t'ennuies, où franchement le risque d'ennui est nul quasiment. Parce que tu as le choix sur les activités, t'es pas toujours obligé de skier. Parce que euh, moi j'ai déjà réservé des semaines à la neige, à la montagne, skier tous les jours, c'est usant. C'est usant. Et tu vois, sur une semaine de ski, enfin une semaine de vacances à la montagne, moi je skie pas tous les jours. Parce que après, t'es quand même fatigué, au niveau des muscles, tu sens la fatigue. Donc tu as envie de faire autre chose. Sauf que si t'es dans une station où tu peux juste skier, bah t'as pas le choix. Alors que là, dans cette station, t'es pas obligé de skier tous les jours. Tu peux faire autre chose. Tu pouvais faire de la raquette, tu pouvais faire. Il y avait une sorte de petit centre commercial, il y avait le bowling, il y avait un bar avec des fléchettes, du billard, bref, énormément d'activités. Et après, pas que de l'activité dans des endroits clos. Tu avais des activités, tu pouvais faire de la motoneige, tu pouvais faire du chien de traîneau, tu pouvais faire de la luge. Bref, plein de choses, plein de choses. Donc ça pour moi c'est vraiment le deuxième point, c'est d'avoir une station qui n'a pas que cette activité de ski en période hivernale. Ça c'est le deuxième point. Premier point, je vous rappelle, c'est le réchauffement climatique, donc avoir une station assez bien élevée en montagne. Le deuxième point, avoir une station avec de multiples activités en hiver. Et pour moi le troisième point,
qui est obligatoire, c'est d'avoir une station qui se réinvente. Tout simplement parce que le ski, c'est une activité qui est vraiment saisonnière. Si tu fais une saison de ski qui dure 4-5 mois, c'est vraiment extra. Mais le reste de l'année, tu fais quoi? Tu fais quoi avec ton bien? Tu as investi dans une station où, allez, tu as fait vraiment une bonne saison, 4 ou 5 mois, c'était vraiment une bonne saison de ski. Mais par contre, il n'y a aucune activité le reste de l'année. Tu fais quoi? Tu vas galérer à louer. Tu vas mettre sur Airbnb, tu vas devoir brader tes nuits parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens, ils vont juste venir là pour vraiment avoir cette atmosphère de montagne et puis rien faire, tu vois, chiller dans la station. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu trouves une station qui a aussi une activité l'été, parce que c'est hyper important. Par exemple, je te reprends la station où j'ai été, mais l'été, tu peux faire énormément de choses aussi. Tu peux faire du vélo, tu peux faire du parapente, tu peux faire de la marche, de la randonnée, tu peux faire de la luge. Ils ont une luge, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, mais c'est les luges sur rail. Voilà, il y a des activités aussi que tu peux faire l'été. Et j'ai pas vu j'ai pas vu les circuits, mais déjà rien que en skiant, je me dis que les paysages étaient tellement extra en vélo, ça devait être énorme de monter tout en haut et de redescendre. Ça devait être tellement violent. Donc voilà, le troisième point, c'est d'avoir une station qui se réinvente. C'est hyper important. Comme ça, tu as une activité, entre guillemets, saisonnière, mais au fil de l'année. L'été, tu loues à des personnes qui aiment plutôt, qui sont pas trop friands de la plage, mais plutôt de la montagne. Et je fais un petit aparté, mais c'est vrai que ces dernières années, on voit quand même de plus en plus de monde partir en montagne pour passer des vacances d'été, parce que l'ambiance est différente. Ils sont plus trop pour la plage et compagnie, compagnie. Ils préfèrent l'air pur de la montagne. Donc l'été, tu as fait une belle saison au niveau location, et l'hiver, tu reprends ta station de ski et tu loues pour les personnes qui viennent skier. Comme ça, sur 12 mois, tu vas peut-être louer, aller dans les 8 ou 9 mois. Assez bien, tu vois. Donc, c'est tip top. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais clairement, je te dis, je te l'ai dit au début du sujet, mais un bien dans ce type de station, ça te coûte un bras. Ça te coûte un bras. Moi, j'ai regardé, j'ai fait des petites recherches pour investir. Clairement, j'ai abandonné. Parce que 30 mètres carrés, 240 000 balles, euh, compliqué. Compliqué. Et dans cette station, j'ai rien trouvé en dessous de 8 000 € au mètre carré. Donc, est-ce que moi je te conseille ce type d'investissement? Moi je te dirais oui. Mais une chose est sûre, c'est pas pour démarrer. C'est pas pour démarrer parce que sinon tu fermes la porte au développement de ta carrière d'investisseur. Clairement, surtout pour démarrer. Il faut vraiment trouver. Et puis même si tu es lancé et compagnie, que tu as envie de diversifier et compagnie, c'est top parce que effectivement investir dans ce type de station, investir dans ce type de bien, ça te permet de diversifier, d'avoir des activités différentes. Même si tu fais de la location courte durée, faire de la location courte durée dans une ville et compagnie, c'est totalement différent de faire de la location courte durée euh, en montagne et compagnie. On reste sur le même type de location, mais par contre c'est vrai que c'est autre chose. Maintenant, si tu as envie d'investir, il faut quand même attendre et il faut trouver vraiment la bonne opportunité. Il faut vraiment trouver la bonne opportunité parce que même si c'est rentable et compagnie, combien de temps tu vas mettre à amortir à ton bien 30 mètres carrés à 240 000 €? 30 mètres carrés, c'est pas non plus la folie. Allez, si tu fais dans les stations de ski, c'est vrai que tu peux essayer de développer, tu peux mettre un peu plus de monde que dans un logement classique dans une ville. C'est-à-dire que dans un 30 mètres carrés, tu peux loger facilement, allez, 6-7 personnes, peut-être 8 si tu mets des lits superposés. Mais ça va quand même te prendre du temps avant d'amortir tes 240 000 €. Même si tu loues H24, à moins que tu aies tu mets des prix qui sont vraiment élevés pour des personnes vraiment. Et je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, ça peut être une très bonne idée de viser une clientèle haut de gamme qui est prêt à mettre un bon billet. Tu vois, surtout si tu es au pied des pistes. Là, on avait un appart, on était à 10 mètres des pistes. C'était énorme. Parce que moi, j'ai déjà loué, j'étais hyper loin, tu vois, je devais prendre la voiture, ensuite je devais prendre
un télésiège tout en bas de la station pour remonter tout en haut. Ensuite, j'atteignais vraiment la station, le bas de la station. Ensuite, tu devais reprendre un autre truc. Ça, c'est un peu. Alors, c'est moins cher, effectivement. Par contre, c'est un peu plus usant, entre guillemets. Là, dans cette station, on était au pied des pistes. Effectivement, j'aurais peut-être payé plus cher, mais par contre, tu as un confort derrière. Bref, tout ça pour dire que l'investissement en montagne, moi je suis pour. Ça peut être vraiment un bon moyen de diversification dans son patrimoine immobilier. Par contre, le faire en tout premier investissement, clairement, c'est vraiment pas une bonne idée. Diversification, c'est vraiment tip top. Maintenant, il faut respecter les 3 points que je vous ai dit. Le réchauffement climatique, qui est vraiment hyper important, et j'insiste dessus. Ne pas prendre une station qui est trop basse en altitude, parce que peut-être que là, cette année, tu vas avoir de la neige, et l'année prochaine, tu vas avoir de la neige, mais au fil du temps, ton investissement, ça m'étonnerait que tu vas le garder 2 ans. Tu vas le garder en moyenne, un investisseur, il garde son bien entre 5 et 7 ans. Après, si tu veux en faire une résidence secondaire, bien à toi, hein. Mais vraiment, je te parle en tant qu'investisseur, on va garder le bien entre 5 et 7 ans. Si tu l'achètes là au prix fort, dans une station qui va perdre en attractivité au fil des années, c'est clairement un mauvais investissement parce que tu vas perdre de l'argent. Ton bien, tu l'as acheté, je sais pas, aller dans une petite station, tu peux trouver des biens à 100 000 balles. Tu le revends dans 5 ans, tu le revends 60, 70 000 parce que clairement, il n'y a plus aucune activité de ski. Bah, t'es vraiment perdant. Et encore, est-ce que tu vas réussir à vendre à 70 000? Parce qu'après une station où il n'y a plus de neige, ça devient un petit village, hein. S'il n'y a plus d'activité de montagne, à moins qu'ils soient vraiment réinventés, ils ont fait un truc de fou l'été et compagnie, compagnie. Bref, vous avez compris l'idée, les amis. Donc, c'était le sujet du jour. Est-ce qu'investir dans une station de ski était un bon point? Et clairement, oui, mais en faisant attention. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.